MG fête ses 100 ans cette année en 2024 et sur le salon Rétromobile, on se retrouve sur le stand MG et nous avons la chance de rencontrer Monsieur Christian Lissot qui est président du MG Club de France. Monsieur Lissot, bonjour. Bonjour à vous et merci de vous intéresser à notre marque qui fête effectivement son centenaire. Alors on est en 2024, la marque a plutôt démarré en 1923, donc, mais voilà, c'est un centenaire glissant on va dire, et qui va se poursuivre même toute l'année 2024. Alors on va voir, si je peux dire, un des premiers exemplaires, si ce n'est le premier de MG, qui remonte aux années 20. Hein. Alors voilà, là on est devant All Number One. Certains l'appellent comme la première MG et longtemps effectivement les amateurs de la marque pensaient que c'était le premier véhicule MG. En fait il n'en est rien, il y a eu d'autres véhicules produits avant, en tout cas modifiés avant par Cecil Kimber, le fondateur de la marque. Mais en l'occurrence c'est la première véhicule de sport de la marque MG. Donc conçu par Cecil Kimber lui-même pour faire des trials, des courses sur des chemins de terre en Angleterre. À l'époque c'était ça. Hein. À l'époque c'était la grande vogue de ce style de rallye effectivement. Donc il a conçu la voiture en 1924, elle a été prête au début de 1925 et il a commencé à faire des rallyes avec. Il a couru le célèbre trial de Land's End, donc en Cornouailles. Il a remporté une médaille d'or. Bon, quand même savoir, il faut relativiser, il y a eu 50 médailles d'or distribuées pour cette course, mais il en a gagné une. Et c'était une forme de début. Et par la suite, il s'est vraiment orienté sur l'idée de modifier des véhicules Morris pour les transformer en véhicules de sport. C'était ça, vraiment son idée. C'était, je dirais, les gènes de la marque, c'est le sport, effectivement. Donc après la All Number One, il a continué, il y a eu 4-5 modèles différents. Mais le premier modèle qu'on va dire comme étant la première MG produite en série, c'est la MGM qui arrive en 1929 et qu'on va aller voir. On va aller la découvrir. Alors, on peut dire c'est un vert anglais quand même, hein? Oui, quelque part, parce que le vert anglais c'était la couleur nationale. Il faut savoir que toutes les écuries nationales avaient leur propre couleur. Donc pour l'Angleterre c'était le British Racing Green. Et là on est sur quelle année alors? Alors on est sur l'année 1929. Voilà. Donc la MGM a été produite à plus de 3000 exemplaires, ce qui était déjà remarquable à l'époque. C'était une toute petite voiture. Alors, elle est sortie dans le contexte de la Grande Dépression mondiale. Donc les gens avaient beaucoup moins d'argent. Avant cela, Cecil Kimber avait essayé de produire des véhicules plus gros qui n'avaient pas vraiment marché. La MGM, quand elle arrive, tout petit véhicule sportif, ça fait un tabac. Effectivement, plus de 3000 véhicules produits. Pour des budgets abordables à l'époque. Voilà, parce que finalement c'est un peu ça la philosophie de MG, c'est de faire des véhicules de sport abordables. La MGM, l'exemplaire que vous avez devant vous, est une copie, une réplique de la MGM qui a couru au Mans en 1930. Voilà, parce qu'elle a été restaurée par son propriétaire. Bon, elle était dans un état, je dirais, assez avancé. Et donc il s'est dit, je vais la restaurer dans l'esprit de la voiture du Mans. Donc numéro 29. Il y a eu deux MGM qui ont couru au Mans cette année-là. C'était la première participation de MG au Mans. Malheureusement, elle n'a pas terminé. Mais c'était un début et effectivement, MG est revenu toutes les années suivantes avec d'autres modèles. Et MG est revenu au Mans. Et ils ont souvent terminé. Ils ont souvent terminé. D'ailleurs, on va se diriger vers un autre véhicule. Alors donc un autre véhicule. Alors voilà, après la MGM, là on passe dans les années 1933. La MG s'est déjà bien développée, il y a eu plusieurs modèles après la MGM. On arrive sur la MG K3 qui va être la voiture la plus successful, la plus victorieuse en compétition pour la marque. Il faut savoir que la K3 a fini 4e au Mans en 1934. Elle a remporté le Tourist Trophy, elle a remporté la Mille Meglia, la course d'équipe au Mille Meglia. Donc c'est vraiment le modèle pour palmarès, hein. Très beau palmarès, très beau palmarès. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une toute petite voiture avec un moteur 1100 cm3, 6 cylindres en ligne quand même, avec un compresseur, donc plus de 100 chevaux. Et à l'époque, c'était une vitesse max de combien? Elle faisait du 200 km/h, donc c'est quand même impressionnant. Alors bien sûr, si on la compare à des Maserati, à des Bentley, c'était des voitures plus petites et sur le papier beaucoup moins performantes. Mais sur des circuits sinueux, avec sa légèreté, elle était quelque part imbattable.
Alors, on va voir un autre véhicule. Là, c'est différent, on n'est plus dans la compétition, là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une extrapolation de la MG4-3 pour en faire un véhicule de route. Voilà. Donc MG a décidé, à la demande de ses clients fortunés, de modifier finalement ce qui était une MG4-3 de compétition et d'en faire un véhicule de route. Il n'y en a eu qu'une vingtaine de produites. Et donc vous retrouvez la même mécanique que la 4.3, un petit peu dégonflée on va dire, hein, un peu plus civilisée, avec un châssis rallongé, donc c'était une 4 places. Beaucoup plus long, mais effectivement là il y a une petite capote, mais ça peut être 4 places. C'est une 4 vraies places. C'est une 4 vraies places. On retrouve sinon la partie mécanique, le compresseur qui accompagnait le moteur 6 cylindres de la 4.3, une boîte présélective qui vous permettait de changer les rapports voilà, simplement avec un petit mouvement du levier. Voilà, exactement. Déjà pour l'époque c'était révolutionnaire. Hein. C'était, je pense qu'au niveau des boîtes de vitesse, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. Et déjà donc c'est les coloris de l'époque, un petit peu bicolore avec les ailes et le remonte-pied noir. Alors il faut savoir que quand on fait 20 exemplaires, je pense qu'il n'y a pas deux modèles identiques. Donc ils étaient faits à la demande du client. Malheureusement, elle s'appelle la KN. La KN n'a été produite qu'à 20 exemplaires et beaucoup ont été vendus et retransformés en K3 puisque les modèles étaient très proches. Et de ces modèles-là, il n'en subsiste que 2 maintenant. Donc on a la grande chance d'avoir une des deux KN qui vous a été confiée par des collectionneurs privés suisses, hein, je vois, vu les plaques. Exactement, c'est un collectionneur, un vrai amateur de la marque qui s'est dit c'est quand même trop dommage de la laisser finir comme les autres. Donc il l'a fait restaurer vraiment à l'identique, telle qu'elle était en sortant d'usine. C'est bien qu'il vous l'ait confié, qu'il est passionné. Bon. On a cette chance-là. Ah, c'est important. Alors on va aller voir des choses maintenant plus contemporaines. Bon, celle-ci est un modèle hyper connu, bien sûr, qu'on a vu sur nos routes dans les années 70 à peu près. Non, 62. En fait, la MGB a commencé en 62. En fait, c'est vrai qu'elle a une carrière très longue. Elle a démarré donc en 62 pour finir en 1980. Donc 18 ans de carrière, c'est énorme. Et il y a eu plus de 500 000 exemplaires produits. Donc en version cabriolet comme celle-là. À l'époque, c'était la voiture des jeunes hommes. Hein, quand ils s'offraient un petit véhicule sympathique, sportif. On a beaucoup de gens dans le club qui ont eu cette auto étant jeunes et qui se sont dit, voilà, qui disent je veux m'en racheter une. La cinquantaine, on dit on va retourner à la source, voilà. Ouais, et genre plus, alors pour moi c'est une forme de synthèse au niveau de la marque, parce qu'elle allie aussi le côté sportif, le côté cabriolet, sympa, avec un côté pratique qu'on n'avait pas nécessairement sur les modèles précédents. Donc elle a eu un énorme succès commercial. Et alors là, à côté de nous, là, c'est autre chose. Là. Alors là, on remonte un petit peu, c'est la génération... On remonte dans le temps, voilà. Voilà, c'est la génération précédente, la MGA. Les roues à rayons, les flancs blancs. Voilà, alors celle-là a été restaurée dans un esprit américain. Ça, voilà. Typiquement, c'est les autos américaines. C'est une MGA 1500 de 1957. Donc, au niveau moteur, c'est relativement semblable, un peu moins puissant, cylindrée un petit peu plus faible que la MGB. Par contre, beaucoup moins pratique, effectivement. Là, on est sur un vrai roadster. Quand on parle des roadsters, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de vitres montantes. Donc, les vitres latérales, en fait, c'était ce qu'on appelait... Uniquement par beau temps, quoi. Voilà, les side screens qu'on rangeait dans le coffre de la voiture. Mais un très beau succès, 100 000 exemplaires produits. On remonte toujours dans le temps, là. Alors là, voilà. Alors là, encore un saut de 2-3 générations. On arrive sur la TC. Donc la TC a été produite juste après-guerre. En fait, c'est une conception de modèle d'avant-guerre. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la TB, qui existait à l'époque, a été interrompue. Et au sortir de la guerre, ils ont repris tous les outillages, tout ce qui permettait de faire la TB, et ils l'ont baptisée TC. Et donc elle a démarré à la fin de 1945 jusqu'en 1949. Donc on est encore dans l'esprit de ce qu'on appelle les séries T. Voilà, un peu, on va dire antique maintenant, mais avec beaucoup de charme. Et alors là, pareil, on remonte encore dans le temps.
Alors là, on est dans les années 30. C'est une représentante des années 30 parce qu'il faut savoir que dans les années 30, MG a produit au moins une vingtaine de modèles différents. Là, en l'occurrence, on est devant une J2 de 1933 qui est relativement un peu la descendante de la MGM qu'on a vue auparavant. On est quand même assez proche, des toutes petites cylindrées, 750 cm3. Bon, ceci dit avec un compresseur, donc c'est quand même déjà une voiture qui marche très bien. Oui. Celle-là est d'ailleurs un peu préparée, puisque vous voyez l'échappement avec le queue de carpe, une préparation avec un compresseur, donc c'est déjà une auto qui marche très fort. Bon, frein à câble, donc freinage relatif, ça ralentit plus que ça freine. Mais les gens l'appelaient l'archétype de la voiture de sport britannique, parce qu'il y a vraiment dans la J2 tout ce qu'on adore dans les petits roadsters anglais. Alors là, monsieur Lissot, c'est la Type R. Voilà, alors la Type R, elle est vraiment intéressante parce que on est en 1935 et MG développe un prototype, une monoplace, ce qui était la première monoplace de la marque, avec un système à 4 roues indépendantes qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Je pense que c'était même une première mondiale pratiquement. On connaissait certaines marques qui faisaient des roues indépendantes à suspension indépendante à l'avant mais pas à l'arrière. Donc celle-là est vraiment très novatrice. Elle a été développée pendant l'année 1935. Malheureusement, vers la fin de l'année, le département compétition de MG va être dissous. Et cette voiture ne va pas elle va pas être développée suffisamment pour montrer tout son potentiel. Et combien d'exemplaires ont été faits à l'époque? Il y a eu 10 exemplaires. 10 exemplaires. Ouais. Ils ont pratiquement tous survécu. Ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui. Et celle-là, elle est complètement fonctionnelle, elle court. D'accord. Et alors là, on va arriver carrément avec tout à fait autre chose, c'est-à-dire une MG qui a été recordman du monde. C'était sur le lac Salé. Voilà, MG en fait a disputé des courses de record depuis pratiquement l'origine de la marque. Donc les premières tentatives remontent à 1930 à Montlhéry. Il y a eu plusieurs records battus à Montlhéry. Et dans la lignée des autos de record, EX181, c'est une forme d'aboutissement parce qu'ils ont créé la voiture spécialement. On l'appelait la goutte d'eau, parce qu'effectivement ils ont fait un châssis spécifiquement. Le profil, c'est une goutte d'eau qui... Exactement. Et le poste de pilotage est à l'avant. On a des toutes petites roues qui ont été spécialement développées pour la voiture par la société Dunlop. On a une mécanique de MGA, donc c'est pas un moteur extrêmement puissant à la base, c'est un MGA Twin Cam, mais qui est gavé par un énorme compresseur et elle permettait d'atteindre 400 km/h. Donc elle a battu des records à 400 km/h. Le report à l'époque c'est 400 km/h. Voilà, plus de 400 km/h avec Phil Hill au volant. Donc il y a eu deux compétiteurs qui se sont succédés. En 1957, on a eu Stirling Moss qui a battu une première volée de record plutôt dans la classe des 1500 cm3. Il faut savoir qu'après on changeait d'un jour sur l'autre, on pouvait faire quelques modifications au moteur, on changeait de classe et après on repartit pour faire d'autres records. Et donc là on est dans la classe 2 litres avec Phil Hill. Voilà, c'est la configuration. Le pilote moto également. Pardon ? Le pilote moto également. Exactement. Donc Phil Hill a battu le record, il s'était presque évanoui tellement il faisait chaud, il y avait des vapeurs d'essence dans le cockpit. Et l'habitacle est quand même assez confiné. C'est plus que restreint. Moi je ne sais pas comment il pouvait faire. Il y a de quoi être un peu claustro là. Exact. Il faut savoir que oui, la verrière est toute petite et les jambes sont au-delà des roues avant. Donc, on voit la configuration. Après ça a été la fin officielle des courses de record pour MG. D'autres personnes sont venues avec des modèles de série préparés. On voit encore des MG aujourd'hui faire des courses de record, oui. Mais sur des autos plus récentes. Voilà. Bon, écoutez, monsieur Lissot, c'est un plaisir de vous écouter, d'évoquer cette marque mythique qu'est MG. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Pour votre intérêt et bon salon surtout. Alors, faut rappeler que le club MG, Club de France, est basé dans l'Essonne, à Marcoussis. Voilà, exactement. Et on est le club national de plus de 1500 membres. Et vous faites des concentrations partout dans l'Europe. On a à peu près une centaine de sorties dans l'année. On fait des rallyes nationaux, des rallyes internationaux. Et effectivement, il y a nos membres qui vont un peu partout en Europe.
Moi-même d'ailleurs, l'année dernière, j'étais au Cap Nord avec une MGB. Voilà. D'accord. Bon. Comme quoi on aime rouler. Bon. On retournera peut-être à Montlhéry ou à Chantilly prochainement. Alors, on sera au Vintage Revival à Montlhéry, bien sûr. On sera aussi sur les différents salons de l'année où la marque sera mise à l'honneur, en l'occurrence. Merci beaucoup. Mille merci à vous, monsieur Lissot. Merci, au revoir. Bon salon rétromobile. Merci de même.